Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Lorsqu'elle avait 18 ans, Charlie d'Angers a créé sa chaîne de vulgarisation historique sur YouTube, préférant vivre sa passion face cam plutôt que sur les bancs de la fac. Et presque 10 ans plus tard, ses vidéos sont suivies par près d'1 million d'abonnés. On va découvrir son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On va parler de modération sur les réseaux sociaux et d'une toute nouvelle structure à l'échelle européenne en la matière. Eh ben dis donc, on va découvrir ça dans un instant avec vous. Et puis on va aussi plonger bien sûr au cœur de l'actualité tech aujourd'hui en vous proposant 2 sujets. D'abord, on va parler de l'avenir de l'éducation numérique avec un cas concret et qui fait beaucoup de bruit. Vous allez le voir. Révise, l'application de révision pour collégiens et lycéens, vient de lever 6 millions de dollars. Pourquoi un tel engouement pour cette EdTech et comment une application inspirée de TikTok peut-elle transformer les méthodes d'apprentissage? On va voir ça. Et puis en deuxième partie, le gouvernement veut serrer la vis sur la fraude fiscale. L'une des mesures phares, c'est lier la carte vitale à la carte d'identité pour renforcer la sécurité des données de santé et lutter contre les abus. Est-ce que cette solution, en revanche, est vraiment efficace contre la fraude? On va en parler avec notre invité, Alexandre Azria. Bonjour. Bonjour Philippine. Soyez encore une fois le bienvenu sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le fondateur de Le Croissant AI, entre autres aussi expert en intelligence artificielle, en numérique et en tech. On en parle ensemble dans un instant, juste après le focus. Elle a été élevée dans un monde où l'histoire a une place prépondérante et elle se devait de partager sa passion aux autres. Charlie d'Angers est une youtubeuse spécialisée dans l'histoire et dans l'archéologie qui s'approche grandement du million d'abonnés. Focus alors aujourd'hui sur celle qui se fait appeler sur YouTube les revues du monde avec Jean Martineau. Fille de parents antiquaires, retracer l'histoire des objets ou des événements a toujours été une évidence pour Charlie. D'abord lancée dans des études d'histoire de l'art, Charlie d'Angers a rapidement bifurqué vers ce qu'elle connaît le mieux, les réseaux sociaux. Elle lance sa chaîne YouTube en 2014 sous le nom de Les Revues du Monde, qu'elle coordonne alors avec ses études. Comme l'a très bien dit Hegel, la conscience de soi ne parvient à la satisfaction que dans une autre conscience de soi. En d'autres termes, vous aurez beau sauver l'humanité à 5 reprises, si personne n'est au courant à part vous, eh bien il y a de très fortes chances pour que votre euphorie ait un très léger goût de frustration. Le besoin d'être reconnu pour ses actes ou pour sa morale est intimement lié avec notre quête d'identité et d'estime de soi, donc c'est un besoin naturel. Les souverains ont de tout temps passé des années à essayer de marquer les esprits, afin de ne pas tomber dans l'oubli, avec des constructions comme par exemple la grande pyramide de Khéops, ou des actions comme les conquêtes ou une opinion publique favorable. Elle qui a toujours appris l'histoire de manière ludique, sa chaîne YouTube se devait, comme elle le dit, d'être fun tout en gardant une dimension universitaire. Chacune de ses vidéos est vérifiée par des historiens et des archéologues afin que les informations ne soient pas erronées. Elle a pu, par ce biais, tourner 2 vidéos en collaboration avec le musée du Louvre, pouvant mêler histoire, humour et preuves historiques. Commencez par fendre le flanc de votre corps à l'aide de votre pierre éthiopienne bien aiguisée, réalisée à partir d'obsidienne, et sortez les intestins de l'abdomen. Cette ouverture de l'abdomen, qu'on appelle l'aparotomie, a vraiment évolué au fil des époques. Au début des procédés de momification, cette ouverture était réalisée verticalement sur le côté gauche. Et ce choix du côté gauche, il n'est pas anodin, puisqu'il a été lié à une conception religieuse qui voulait que la gauche représente l'Orient, c'est-à-dire la terre des vivants, en opposition à la droite, où le soleil se couche, c'est-à-dire la terre des morts. Mais alors Charlie, qu'est-ce qu'on fait avec ces intestins? 2 options s'offrent à toi. Tu peux les retirer et les placer dans des vases sacrés qu'on appelle vases canopes, ou alors tu peux les replacer à l'intérieur de ton abdomen. Approchant des 1 million d'abonnés, Charlie ne se restreint plus seulement aux revues du monde et s'essaye désormais à de nouveaux contenus. Tantôt conférencière pour les fameux TED Talks sur lesquels elle aborde la beauté, tantôt guide touristique pour présenter à un autre vidéaste la ville de Nantes, et tantôt enquêtrice, cette fois sur sa chaîne YouTube, à travers une vidéo sur laquelle elle essaye de soulever un problème sur une archéologue douteuse épargnée par les médias. Le tombeau perdu de Cléopâtre aurait été retrouvé. Une certaine docteure Martinez a fait une découverte absolument incroyable. Je voulais donc vous faire un épisode sur la figure de Cléopâtre et sur la découverte de son tombeau. Et à mesure qu'on creusait dans le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème avec la plupart des articles de presse. En fait, rien ne prouvait que ce tunnel était lié de près ou de loin à Cléopâtre. Et pourtant, l'information revenait tout le temps, dans toute la presse. Et à chaque fois, il n'y avait comme par hasard qu'un seul point commun à tous ces articles, qui revenait lui aussi sans cesse,
Kathleen Martinez. Aujourd'hui, Charlie d'Angers a prouvé que l'histoire peut s'apprendre également sur YouTube et a même été cité dans un article du Monde listant 6 chaînes YouTube pour renouveler sa culture historique. Vous avez peut-être entendu parler de Révise, cette application française qui révolutionne les révisions scolaires grâce à de courtes vidéos inspirées de TikTok. Eh bien, cette start-up, elle vient de lever 6 millions de dollars pour accélérer son développement. Alors, qu'est-ce qui attire autant justement les investisseurs et quel avenir aussi pour le secteur EdTech en France et à l'international? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos invités, tout de suite dans la première partie du talk. Et à mes côtés, donc, pour en parler, Lisa de Bernard qui va aussi faire sa chronique dans quelques instants, et puis Alexandre Azria. Peut-être, Alexandre, démarrer avec vous. Révise en quelques mots pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que vous voulez bien nous la présenter? Bien sûr, en 2 mots même, c'est le TikTok de l'éducation. Donc, et ben voilà, merci, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment. Qu'on se rende bien compte pourquoi la levée de fonds de 6 millions de dollars, pas encore en milliards, millions, mais c'est déjà énorme. Elle est significative pour une start-up française dans le domaine de la tech, Alexandre. Alors, le premier point, c'est que c'est une start-up qui est dans le domaine du B2C, donc direct aux gens qui l'achètent. Donc ça, c'est déjà un sujet qui est assez complexe en général pour les start-up. De 2, ils ont lancé leur start-up aux États-Unis dans un premier temps, et ils ont déjà 1 million d'utilisateurs, ce qui est assez gros. Effectivement. Donc quand on met tout ça bout à bout et qu'on rajoute le fait que ce soit une EdTech et pas une start-up sur l'AI ou autre, même si ça joue encore un peu dans leur start-up, c'est assez rare, c'est une levée assez rare et assez inédite pour la tech française. Ça, c'est sûr. Et justement, vous êtes là pour en parler. Peut-être maintenant, je me tourne vers vous, Lisa. Comment on explique l'intérêt des investisseurs pour Révise? Qu'est-ce qui vous plaît, vous, peut-être? Et si vous aviez été, et vous l'avez été d'ailleurs il y a quelques années, lycéenne, étudiante, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette application, dans leur offre? Eh bien, comme l'a dit Alexandre, du coup, en 2 mots, effectivement, c'est le TikTok de l'éducation. Donc, il y a le côté parler en fait au jeune public, s'adapter à leurs habitudes et non plus se concentrer pour l'éducation sur ce qu'on a traditionnellement. Donc, on a effectivement avec ce côté TikTok la viralité, des vidéos très courtes. On a aussi accès à ce qu'ils appellent des capsules, qui sont des cours un petit peu plus longs d'une dizaine de minutes. Donc, c'est un petit peu un mix de tout ça qui permet effectivement de séduire le jeune public. On a aussi le côté un petit peu social de cette plateforme, puisque en fait, ils interagissent entre pairs, même si effectivement, parce que oui, il faut le préciser, en fait, les vidéos peuvent être à la fois créées par les étudiants eux-mêmes et aussi également par des professeurs ou des étudiants en études supérieures. Mais du coup, il y a cette reconnaissance en fait entre pairs, de pouvoir parler entre étudiants, pouvoir expliquer un concept à une personne de son âge avec ses mots. Et je pense que c'est ce qui fait le succès quand même de cette application. Peut-être que ça change tout, effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chiffres le prouvent. Plus d'1 million d'utilisateurs, vous en avez parlé, Alexandre. 150 millions de vues seulement en 2 ans. Ça aussi, c'est absolument énorme. L'EdTech, on en a parlé, c'est un secteur en pleine effervescence, mais où les business models, ils sont difficiles à trouver. C'est ça aussi qui explique le succès. Et la raison pour laquelle on en parle aussi aujourd'hui, c'est que 6 millions de dollars pour Révise, c'est quand même énorme. Quels sont les facteurs clés qui, selon vous, Alexandre, poussent les investisseurs à s'intéresser de plus en plus au domaine de la EdTech, même si on va voir que c'est pas toujours facile? Ce qu'il faut voir d'un point de vue plus large, c'est que les élèves de plus en plus jeunes sont sur leur téléphone pas mal de temps pendant la journée. Donc il y a une réelle recherche de comment rendre ce temps-là efficient, donc efficace pour eux, pour leur permettre à la fois de se divertir et d'apprendre. C'est là où Révise arrive et dit ok, on va prendre les codes des réseaux sociaux classiques, en l'occurrence TikTok, et on va essayer de faire en sorte qu'ils s'amusent un minimum tout en gardant à l'idée d'apprendre et de réviser leurs cours. Ça a été fait auparavant avec des applications qui essayaient de faire des chansons ou autres, ou du rap, ou ces trucs comme ça, mais c'était beaucoup plus add-on, c'est-à-dire un étudiant venait réviser peut-être une leçon de temps en temps. Ce qu'ils cherchent, eux, c'est de la viralité, donc c'est le fait de revenir tout le temps sur l'application et d'être quelque part addict un peu à cette application, mais après ils sont partis d'un algorithme qui fonctionne en tout cas. Exactement, et en tant que parent, je pense qu'on préfère que son enfant soit addict entre guillemets à Révise qu'à TikTok ou qu'à Instagram. Donc le sujet est hyper intéressant et on va voir si ça prend en tout cas.
Est-ce que justement c'est ça votre définition de l'école du futur? Vous êtes dans la bonne émission, vous en parlez tous les deux. Est-ce que l'école du futur, c'est le fait justement d'avoir ces contenus viraux, d'imaginer quelque part une autre manière d'apprendre, adaptée aux moyens de communication des jeunes aujourd'hui? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil, on va dire, hybride, et puis surtout qui est dans la continuité pédagogique et qui s'adresse plutôt effectivement au temps qu'on passe en dehors de l'école. C'est pas une application qui a vocation à être utilisée pendant les temps de cours, comme certaines EdTech peuvent l'être. Je pense que... on en parle quand même souvent ici, mais je ne pense pas que, par exemple, ça aura vocation à effacer complètement... Enfin, que les outils d'EdTech auront vocation à effacer l'école traditionnelle. Ça sera toujours une complémentarité. Donc, vous partagez pas du tout. Pas du tout. Alexandre ne partage pas du tout. Non, j'ai eu l'occasion de travailler avec une EdTech pendant assez longtemps qui s'appelle Le Wagon, que vous connaissez peut-être, qui est un bootcamp où on va pouvoir apprendre les métiers de la tech, que ce soit de l'ingénierie informatique ou autre. Et je me suis rendu compte que pour moi, le système scolaire tendait plus vers quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelque chose de très condensé, très court, où on apprend pas mal de choses à la fois et on ressort avec une certification ou autre. En tout cas, je pense que l'école du futur supérieur sera comme ça. D'accord. Mais pour les jeunes entre 5 et 18 ans, il y aura forcément des changements. Ouais. Est-ce que ce sera par des cours en visio? Est-ce que ce sera par des jeux interactifs? Les LLM permettent pas mal de choses. Donc, alors qu'on explique aussi effectivement ce que c'est qu'un LLM, un système de gestion, hein, c'est ça, des données, entre autres, dans les établissements scolaires. Tout ce que vous dites, c'est intéressant. On a dit aussi, Revise, il souhaite s'étendre de plus en plus aux États-Unis, là où il est déjà présent, mais ils ont une énorme base sur place. Quels sont, selon vous, les défis majeurs qu'une entreprise française dans le secteur de la EdTech, la pauvre, elle cumule toutes l'État, a intérêt et souhaite entrer sur le marché américain, parce que c'est complètement différent, là aussi, l'accessibilité du marché là-bas. Oui, déjà, le plus gros défi qu'ils auront à relever, c'est la concurrence féroce à laquelle ils vont devoir faire face, puisque aux États-Unis, on a des acteurs déjà bien établis dans le secteur de la EdTech. Pour vous donner quelques chiffres qui vont plutôt bien illustrer le secteur de la EdTech aux États-Unis, ça représente 82 milliards de dollars, c'est-à-dire 37,3% des parts de marché à l'échelle mondiale, alors que la France aujourd'hui, pour l'année 2023, on n'a eu que 1,6 milliard investi dans les tech. Donc voilà, déjà d'une part faire face à cette concurrence féroce. Et puis après, le deuxième plus gros challenge, je dirais, c'est de savoir s'adapter à la manière d'enseigner. C'est-à-dire que en France, on a plutôt tendance à privilégier en fait les savoirs académiques avec l'enseignant qui a un rôle central, alors que dans les pays anglo-saxons, en fait, on va plutôt axer l'éducation sur l'enseignement, la théorie, on va être autour de projets. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu d'un côté, comme je le disais, les savoirs académiques, et de l'autre côté, le développement personnel et puis les compétences transversales. Et ça va être le gros challenge aussi pour n'importe quelle tech française, d'ailleurs, pour s'implanter aux États-Unis. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en France, on a un fonds d'investissement qui s'appelle EduCapital, qui est spécialisé dans les EdTech, et qui nous explique à juste titre que si on vient attaquer le marché américain, c'est beaucoup plus simple parce que c'est un pays, donc une façon de venir enseigner à tout le monde. Donc en fait, on touche beaucoup plus de gens facilement, alors que si on vient créer une EdTech en Europe, et je pèse mes mots en Europe, il faut d'abord s'implanter par exemple en France, puis après adapter son cursus à une autre langue, à une autre façon d'enseigner, à une autre viralité. Ouais, donc il y a beaucoup plus de choses, et ça me fait penser un peu à des sujets comme la fintech ou des sujets autres comme ça, où on doit s'adapter vraiment à son pays, à sa législation, en l'occurrence là, à sa viralité, à sa façon de venir apprendre en tout cas. Est-ce que vous pensez que les éditeurs traditionnels de manuels scolaires ou de contenus scolaires aussi, mais ils devraient se sentir en tout cas menacés par l'arrivée d'applications comme Revise? Je pense pas, même si effectivement il y a des avantages dans la mesure où, par exemple, ça peut être moins coûteux de développer une application que d'éditer tout un tas de manuels avec l'impression, la distribution, etc. Qu'il y a aussi l'avantage de pouvoir faire des mises à jour régulières. Il n'empêche que si on doit comparer ça à un autre secteur qui est assez proche, les e-books, on a longtemps imaginé que ça allait tuer le livre physique. Et
c'est pas la réalité. C'est-à-dire que jusque dans les années 2010, on a eu une très forte croissance sur le sujet. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, le livre numérique, ça représente que 8 à 10% des ventes globales. Donc il y a quand même c'est un marqueur du fait que les gens ne sont pas encore prêts à passer à du 100% numérique. Et puis après, il y a aussi le fait que les acteurs publics, l'éducation nationale, en fait, soit encore un petit peu frileuse aussi à passer sur le numérique. Après, la solution, c'est peut-être d'avoir justement des solutions hybrides en ayant des contenus enrichis grâce au numérique, mais comme au même titre que si on reprend par exemple nos cours de langue, je prends cet exemple précis, on avait des cassettes ou des CD qui étaient utilisés par exemple pour l'oral et qui fonctionnaient avec le livre. Donc je pense que il y a la possibilité que ça fonctionne ensemble, mais encore une fois, ça n'ira pas tuer le secteur. Extrêmement rapidement. Très, très rapidement. Ouais, je pense que ça va faire l'effet inverse. Et je pense que les manuels scolaires classiques vont venir sur des plateformes comme Revise et vont trouver un business model de viralité et de se dire, OK, bah moi, les vidéos de, je sais pas, j'ai aucun éditeur en tête, mais éditeur X, elles sont exceptionnelles, donc je veux que mon lycée ait ces livres en particulier. Donc je pense que ça va jouer dans le bon sens, ça va être un cercle vertueux et non l'inverse. Et ça peut permettre aussi aux entreprises françaises du secteur de la tech de enfin trouver peut-être leur business model, en tout cas si elles en ont besoin. Merci beaucoup à tous les deux. On va continuer à parler de ces sujets tech qui agitent un peu le pays depuis quelques jours, depuis quelques semaines, mais d'abord on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Alexandre Azria, expert en nouvelles technologies, en intelligence artificielle, fondateur de Le Croissant AI aussi. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech.
Lisa, on va parler ensemble d'un enjeu majeur, celui de la gestion du harcèlement et de la modération sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, TikTok dont on vient de parler ou YouTube. Les contenus problématiques, haineux ou encore abusifs prolifèrent et parfois les décisions de modération qui doivent être prises peuvent paraître injustes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du nouveau et vous êtes là pour en parler, une initiative européenne qui pourrait bien changer la donne et offrir aux utilisateurs un recours face aux géants du numérique. Et cette initiative a un nom philippine, baptisé Centre d'appel Europe. Cette toute nouvelle structure, qui devrait voir le jour avant la fin de l'année, permettra aux utilisateurs européens de faire appel des décisions prises par les plateformes et réseaux sociaux en matière de modération. Concrètement, ce centre agira comme une sorte de médiateur. Là où jusqu'à présent, lorsque vous signalez un contenu abusif sur certaines plateformes, la réponse est souvent lente, voire inexistante. Le Centre d'appel Europe aura pour rôle de trancher ces litiges rapidement et le plus équitablement possible. Ça veut dire qu'on pourra désormais contester les décisions de Facebook ou de YouTube, par exemple ? Exactement. Imaginons par exemple que votre compte soit suspendu pour incitation à la haine ou par exemple pour des contenus jugés comme étant à caractère sexuel et que vous estimez cette décision injuste, ou alors au contraire, si vous avez signalé du contenu que vous jugez inapproprié et que celui-ci, en fait, après tous vos signalements, n'a toujours pas été supprimé de la plateforme, vous pourrez saisir ce centre. De là, il agira en fait comme une cour d'appel au litige numérique. Une équipe indépendante analysera le dossier et rendra une décision. Alors attention, ce n'est pas un tribunal, mais bien une alternative plus rapide et moins coûteuse au système judiciaire traditionnel. L'utilisateur n'aura en effet que 5 € à débourser pour pouvoir faire recours. 5 € d'ailleurs qu'il pourra se voir restituer en cas de décision en sa faveur. Les plateformes, quant à elles, devront s'acquitter de 100 € par dossier ouvert, ce qui devrait les inciter à mieux modérer en amont les contenus. Ça c'est sûr et c'est ce qu'on souhaite effectivement. Comment va fonctionner concrètement aussi, Elisa, cette nouvelle plateforme ? Eh bien, cette instance sera basée à Dublin, en Irlande, et elle sera gérée par une équipe de 7 membres et sera totalement indépendante des plateformes comme YouTube, TikTok ou encore Meta. Elle a d'ailleurs été certifiée par le régulateur irlandais des médias et sera financée dans un premier temps par le conseil de surveillance de Meta. Et ce sera, je le répète, normalement un fonctionnement tout à fait indépendant. Alors, la création de ce centre, décidée moins d'1 an après la mise en application du DSA, le règlement européen sur les services numériques. Exactement, puisque le Digital Services Act oblige justement les plateformes à offrir à leurs utilisateurs un moyen de contester les décisions en matière de modération. Et cette mesure devrait quelque peu inverser les rapports de force et créer une pression supplémentaire sur ces géants, de sorte qu'ils prennent davantage leurs responsabilités et améliorent la modération. C'est une initiative qui pourrait d'ailleurs à terme s'étendre à d'autres plateformes et devenir un modèle en matière de modération et de régulation du numérique. Merci beaucoup, Lisa, pour cette chronique. Vous allez continuer à échanger avec nous sur l'actualité tech dans un instant, tout de suite dans la deuxième partie du talk. Deuxième partie de débat donc dans cette émission, avec au programme aujourd'hui le fait de frauder avec une carte vitale empruntée à un autre qui pourrait bientôt devenir beaucoup plus difficile. Le gouvernement envisage de lier la carte vitale à la carte d'identité pour mieux lutter contre les abus. Mais la dématérialisation de nos documents officiels, aussi pratique soit-elle, soulève de nombreuses questions à la fois sur la cybersécurité et la protection de nos données personnelles. Alors quels sont les vrais enjeux de cette mesure ? On continue à en parler ensemble sur le plateau. D'abord peut-être Lisa, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce système-là, parce que c'est vrai qu'on utilise régulièrement la carte vitale, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Comment ça marche ? À quoi elle sert, cette carte vitale ? Eh bien, c'est un petit peu le passeport pour les assurés sociaux qui permet en fait d'accéder aux soins et d'avoir des remboursements plus rapides de la part de l'assurance maladie. Et puis, surtout, elle contient en fait les informations essentielles que sont, par exemple, le numéro de sécurité sociale qui permet notamment aux praticiens et aussi, par exemple, aux professionnels en pharmacie de pouvoir vérifier en temps réel les droits des assurés sociaux. Merci beaucoup. Alors, en quoi consiste précisément, peut-être Alexandre, le projet justement de lier maintenant la carte vitale à la carte d'identité biométrique ? En fait, l'idée est venue du fait que les gens fraudaient parfois à la pharmacie ou autre avec leur carte vitale, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'a pas une photo sur sa carte vitale. Donc, si on va chez le médecin et qu'on a notre nouvelle carte vitale avec une photo, pour le médecin, c'est assez facile de voir si c'est vous ou pas. Mais si vous n'êtes pas sur la photo et que vous avez une ancienne carte vitale, c'est assez compliqué. Donc, l'idée est de se dire, de la même façon qu'ils ont mis en place un passeport, une carte
d'identité, je crois maintenant sur une application de l'État. Ils veulent faire la même chose. Mais après, on aura peut-être des problèmes à la fois de cybersécurité et d'éthique aussi d'une certaine façon, parce que si vous faites arrêter par la police et qu'on vous prend votre carte d'identité et qu'on a accès aussi à vos prescriptions médicales, il peut y avoir un problème. Donc si les bases de données se chevauchent, j'imagine que ça peut être un petit souci aussi pour eux. Ça, c'est sûr, effectivement. On va en parler, vous vouliez réagir? Oui, parce que justement, la CNIL a alerté sur ce principe-là, justement, très spécifiquement sur l'exemple que vous venez de donner sur une arrestation. En fait, l'idée avec la carte d'identité biométrique et du coup d'insérer la carte vitale, c'est d'avoir surtout des puces compartimentées pour qu'il n'y ait pas ce problème de chevauchement et que quand on se fasse arrêter, en fait, ça soit une puce qui est utilisée pour la carte d'identité et une autre puce pour la carte vitale. Donc, a priori, on est plutôt sécurisé. Mais ça reste à être confirmé. L'autre sujet, c'est pourquoi cette idée, elle revient régulièrement dans le débat public, Alexandre. Pourquoi est-ce qu'elle est maintenant promue par le Premier ministre Michel Barnier? Dans un premier temps pour la fraude et dans un second temps, et je pense que c'est vraiment ça qui est important ici, c'est pour simplifier la vie des Français. Si vous avez une carte d'identité que vous donnez à la fois à votre médecin, à votre pharmacienne, à la police, je trouve ça beaucoup plus pratique que d'avoir, en tout cas moi ça m'arrive assez régulièrement d'arriver à la pharmacie, j'ai oublié ma carte vitale alors que j'ai tout le temps ma carte d'identité sur moi, ou mon permis de conduire. En l'occurrence là, on parle de la carte d'identité, mais le système est le même. Le risque est qu'il va falloir que toute la population française prenne ce pli. Ça peut prendre du temps, c'est coûteux. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Oui, je me permets de rebondir sur deux choses. L'une, c'est qu'effectivement, le premier argument qui a été avancé, c'était vraiment la fraude. La réalité, c'est que quand on se plonge un petit peu plus sur comment est structurée la fraude à l'assurance maladie, il s'avère que en réalité, tout à fait ce qu'on nous dit. Voilà, c'est ça. Ça déconstruit un petit peu l'argument parce qu'en réalité, 70% des fraudes à l'assurance maladie, en fait, elles sont le fait de professionnels de santé, notamment pour tout ce qui va être actes fictifs, dépassement de soins, abus de prescription, etc. Donc finalement, en fait, cet argument d'utiliser, de lier ces deux cartes pour éviter la fraude, il est un petit peu bancal. Et là, du coup, je rejoins effectivement Alexandre pour dire que c'est une manière de simplifier la vie des Français. Et effectivement, on a cette perspective puisque la carte nationale d'identité est aujourd'hui implémentée dans France Identité, de se dire qu'il n'y aura peut-être même plus besoin effectivement de présenter sa carte d'identité de manière physique. Et d'ailleurs, on a déjà une expérimentation en cours dans 23 départements depuis le début de l'année 2023 avec une application justement de carte vitale qui permet en fait justement de présenter plutôt un QR code aux professionnels de santé que de présenter sa carte en physique. Et donc ça devrait rejoindre un petit peu ce projet à l'orée 2025 de centraliser en fait toutes les données. Juste pour rebondir, je trouve que d'un point de vue utilisateur et citoyen français, donner ma carte vitale me donne pas le même sérieux que si je donnais ma carte d'identité. Donc je trouve que rassembler tout dans une même carte peut aussi aider à la fraude d'une certaine façon, en tout cas sur ce point-là, parce que quand on donne sa carte d'identité, j'ai l'impression qu'on donne aussi une partie, j'ai envie de dire, de soi-même, alors qu'une carte vitale, on a tendance à l'oublier, à la perdre. Je trouve qu'on en prend un petit peu moins soin et je pense que ça rentre un peu dans cette façon de voir les choses, en tout cas à l'avenir. Donc ça pose effectivement, et le sujet est très juste, des vrais sujets de cybersécurité aussi, de protection des données, justement au-delà de la lutte contre la fraude. Comment, Alexandre, vous percevez justement l'évolution, et c'est intéressant des débats autour de l'identité numérique et puis aussi des questions de sécurité des données en France? Est-ce que ça va remettre tous ces sujets-là sur le tapis? On en parle régulièrement quand il y a des cyberattaques notamment qui touchent des institutions, des hôpitaux, des écoles. On en a eu une il n'y a pas longtemps. Au moment où le CEO de Telegram s'est fait arrêter, il y a pas mal de sites de l'État français qui se sont fait hacker. Donc est-ce que la France est capable de gérer aussi toutes ces attaques cyber? On sait qu'il y a une recherche en termes de talent. C'est pas facile de les former, de les attirer aussi, parce que c'est malheureusement et heureusement des jobs qui sont assez bien rémunérés dans le privé. Donc est-ce qu'on a envie de venir travailler pour l'État? Il y a pas mal de sujets sous-jacents à tout ça. Mais c'est sûr que rajouter dans la même puce un autre compartiment, ça va amener pas mal de complexité, à la fois en termes de hardware et à la fois en termes de software, qui sont parce que ça voudrait dire une nouvelle carte, en fait. Ça voudrait dire une nouvelle carte.
c'est ça? Non, l'idée justement c'est de garder la Ils ne pourront carte. pas faire ça sur la carte actuelle. En fait, si l'idée justement ça serait de pouvoir conserver la carte actuelle et de faire des mises à jour, il me semble. Je vois mal comment on peut faire une mise à jour sur du hardware, enfin, à part s'ils l'ont anticipé en amont et que c'était sur une roadmap de l'État français, mais sinon c'est pas des plus simples. Eh ben on verra, on aura la surprise dans quelques semaines sans doute et vous serez de retour sur ce plateau pour nous en parler. Merci encore infiniment à tous les deux. Alexandre Azria, d'abord expert en nouvelles technologies, en intelligence artificielle, fondateur de Le Croissant AI, aussi d'avoir été parmi nous, bien sûr, à notre chroniqueuse Elisa de Bernard. Vous êtes toujours les bienvenus sur le plateau. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis nous, vous le savez, on se retrouve comme tous les jours dès 12h30 et toujours sur Scoop TV dès demain. D'ici là, prenez bien soin de vous.